Bismillah, salam tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue sur notre lancée et on répond à la critique d'un docteur en finance islamique qui a attaqué mon livre sur plusieurs points. Il a fait une critique très bien organisée en 9 points. Et aujourd'hui, on va voir son point numéro 4, il me semble. Mais avant tout, je vous invite à venir découvrir le livre qu'il critique, le livre que j'ai écrit qui s'appelle Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un livre 100% gratuit que vous trouverez dans la description. Donc le lien est juste en bas, vous avez juste à cliquer, à récupérer le lien, donc entièrement gratuitement. N'hésitez surtout pas. Ça vous permettra de vous faire votre propre opinion. C'est un livre qui se lit très rapidement, il fait une soixantaine de pages. Il vous donnera une vision globale de ce que c'est que la monnaie, de ce que c'est que le Bitcoin et de comment tout ça s'articule dans la thématique de l'islam. Donc allez-y, n'hésitez pas, téléchargez-le. Et nous, on attaque tout de suite avec la critique, le point de critique numéro 4 de notre docteur en finance islamique, et on lui répond. Alors comme d'habitude, je vais vous lire sa critique et puis, je vous l'afficherai à l'écran et ensuite on lui répondra. Donc le point numéro 4, les arguments libertariens classiques, encore et toujours. Décentralisation, indépendance, protection contre l'inflation. J'ai l'impression de lire un pamphlet libertarien américain traduit en français. Je ne regarde jamais l'envers de la médaille. Pas de recours en cas d'erreur de transaction. Impossible de mener une politique monétaire contracyclique. Et au final, le pouvoir de minage est concentré entre quelques acteurs chinois et américains. C'est ça la décentralisation? Donc plein de choses à dire, ici. J'ai pris quelques notes sur l'ordinateur et je vais lui répondre. Mais juste une petite précision, donc c'est pas, j'ai pas fait un copier-coller d'un livre américain, ou j'ai pas copié-collé des idées d'auteurs américains, pas du tout. L'idée est originale, elle vient de moi. Je me suis bien évidemment inspiré de travaux que j'ai trouvés, partout, des travaux exceptionnels qui m'ont inspiré. Mais tout vient de moi et il y a notamment un chapitre qui s'appelle «Analyse spirituelle et religieuse du système fiat», qui est, complètement original, qui propose une critique de la monnaie fiat que je n'ai trouvé encore nulle part ailleurs et que je vous invite à découvrir. Donc allez-y, n'hésitez pas à la lire. C'est le chapitre dans lequel je suis le plus fier, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous le lisiez. Je crois que d'ailleurs j'ai fait une vidéo, où je parle de ce chapitre, donc n'hésitez pas à la voir également. Donc allons-y pour répondre à son argumentation. Hem, on va attaquer sur le premier point. Il nous dit que, il n'y a pas de recours possible en cas d'erreur et c'est tout à fait vrai. Et si vous vous trompez, si vous faites une mauvaise transaction avec Bitcoin et vous inversez les adresses de livraison de Bitcoin, bah, vos Bitcoins sont perdus à jamais. La transaction est nulle et non avenue. Et les bitcoins disparaissent tout simplement. Ils sont perdus et ils sont plus, enfin, en tout cas, ils sont plus accessibles. C'est vrai et c'est justement le but. Une transaction, bitcoin est confirmée et irréversible. On ne peut plus revenir en arrière mais il faut comprendre pourquoi. En fait, ça peut paraître comme un défaut, mais pas du tout. C'est justement ce qui fait le point fort de Bitcoin. Personne ne peut, gérer l'argent à votre place. Personne ne s'occupe de faire un virement à votre place. Avec une application bancaire, c'est vous qui déléguez le fait de transférer de l'argent à droite, à gauche, à votre place, sans mettre les mains dans le cambouis vous-même. Vous déléguez tout, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes dépendant de la banque pour transférer votre argent. Avec Bitcoin, c'est vous qui gérez votre argent, c'est vous qui devez être, souverain et du coup responsable de la manière dont vous transférez. Personne ne peut. Donc en contrepartie de ça, il faut voir tous les avantages que ça procure. En contrepartie du fait qu'on est effectivement responsable de ne pas faire n'importe quoi avec nos bitcoins au risque de les perdre, on ne peut pas, en contrepartie, on ne peut pas nous geler notre argent. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'invalider. C'est un choix de conception de Bitcoin. C'est pas un bug ou un défaut. C'est une caractéristique fondamentale de Bitcoin, au contraire. C'est l'inverse d'une monnaie fiat où un virement peut être annulé par votre banque si elle n'est pas d'accord. Elle peut vous empêcher d'ajouter un bénéficiaire. Elle peut vous empêcher d'envoyer de l'argent vers tel ou tel pays, vers telle ou telle adresse, vers telle ou telle personne qui serait blacklistée. Tandis qu'avec Bitcoin, personne ne peut s'interposer. Alors oui, effectivement, si vous faites une erreur de manipulation, les fonds seront perdus. C'est à vous d'être responsable et de faire les choses correctement, de vous former et d'apprendre pas à pas. Mais en contrepartie, vous êtes entièrement libre. Personne ne vous empêchera jamais de faire ce que vous voulez de vos bitcoins, à l'opposé de la banque, ou si la banque veut geler votre virement, l'interdire, le reporter, l'empêcher, elle peut le faire. Car vous n'êtes pas réellement propriétaire de votre argent dans le système bancaire, au contraire du bitcoin. D'un point de vue musulman, les juristes insisteront toujours sur la clarté du contrat, sur la responsabilité individuelle et sur l'exécution immédiate de l'échange, du solde de la transaction. Ce qui est le cas avec Bitcoin. Une fois qu'on a fait une transaction Bitcoin, on appuie sur Send, sur envoyer, et la transaction est immédiatement intégrée à la blockchain et elle est soldée.
ce qui est tout l'inverse du système bancaire où lorsque vous voulez faire une transaction, il faut obtenir des autorisations, des accords, il faut ajouter un bénéficiaire, il faut que le bénéficiaire soit autorisé, il faut que le virement parte, qu'il soit reçu et ensuite on doit valider, est-ce que c'était bien correct? On doit faire, tout un tas de vérifications. En fait, non, donc on allume, on reprend. Donc en fin de compte, finalement, de ce point de vue-là, Bitcoin colle plus à l'éthique musulmane que le système bancaire. Et ici, il n'y a rien de libertarien, c'est que, celui qui détient doit assumer, doit, comme pour tout en fait, lorsqu'on est propriétaire d'une chose, on en est responsable. Vous êtes propriétaire de vos bitcoins, vous en êtes responsable, c'est à vous de faire attention à ne pas les perdre et c'est justement le fait qu'ils ne puissent pas être contrôlés que justement que ce soit irréversible et que ça ne soit contrôlable a posteriori par personne, qui fait la force du bitcoin. Enfant numéro 2, on ne peut pas mener de politique monétaire, avec Bitcoin. On ne peut pas dévaluer, faire de politique, contracyclique et effectivement, c'est vrai, mais c'est justement tout l'intérêt du Bitcoin. C'est justement ce qui le rend halal. Sinon, ce serait, une monnaie haram comme le sont les monnaies fiat. Avec Bitcoin, on ne peut pas imprimer d'argent, on ne peut pas ajuster, on ne peut pas dévaluer, on ne peut pas créer de la liquidité d'urgence. Ce que tu décris là comme un défaut, mon cher frère, c'est en fait justement ce qui fait du Bitcoin une monnaie halal. Sans ces qualités-là, Bitcoin serait comme toutes les autres monnaies, un instrument manipulable par une petite poignée et au bénéfice d'une minorité et au désavantage de la majorité. En islam, la création monétaire ex nihilo est un problème majeur. Donc, imprimer de l'argent, ça crée de l'injustice, toujours. Ça crée de l'inflation, ça crée de la manipulation monétaire de masse, ça viole les principes de justice et d'équilibre de l'islam. Et ça crée aussi, évidemment, vu qu'on crée de la masse monétaire pour renflouer de la dette à intérêt, ça crée une masse de riba qui circule de plus en plus et de plus en plus à travers l'économie et qui touche toutes les mains, même les mains qui veulent s'en laver du riba sont obligées d'y toucher, malheureusement. Donc oui, le fait qu'on ne puisse pas faire de politique monétaire avec le bitcoin, c'est justement ça qui le rend halal, tout simplement. Les banques centrales modernes font exactement ce que les juristes musulmans condamneraient, c'est-à-dire changer la masse monétaire selon des intérêts politiques, des intérêts d'une minorité, transférer la richesse des pauvres vers les riches, dévaluer de la monnaie sans le consentement de la population, qui n'est pas forcément d'accord, et évidemment, créer des bulles et des crises systémiques avec un cycle qu'on appelle le cycle euh, boost-bust, le cycle inflation-crise de la masse monétaire que l'on connaît maintenant malheureusement depuis de nombreuses années. Enfin, on parle du minage. Le minage est centralisé, soi-disant, en Chine et aux États-Unis. C'est un argument qui était peut-être valide, allez, on va dire en 2017. Mais aujourd'hui, il est techniquement faux. C'est vrai que dans les premiers temps, énormément du minage du Bitcoin s'est concentré sur la région de la Chine. Et puis, il y a eu le Chinese ban qui a eu lieu, je crois, en 2020. Je crois que c'était en 2020, en 2021. La Chine a banni le minage de son territoire. Pas tous les mineurs, mais énormément de mineurs sont partis en Chine et se sont redistribués partout sur la planète. Et donc, à l'époque où il devait y avoir peut-être 60 du minage qui était fait en Chine, maintenant, le minage est réparti à peu près partout. Vous allez en trouver énormément aux États-Unis parce que les Américains sont très pragmatiques et ont compris que le minage était une industrie nécessaire pour assurer leur suprématie énergétique. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et vous allez en trouver au Canada, au Kazakhstan, en Islande. On ne parle pas suffisamment du Bhoutan qui a une politique gouvernementale axée sur le minage. Il y a tout un tas aussi de petits mineurs privés et individuels qui minent partout à travers le monde. Vous-même, vous pouvez miner. Il y a maintenant des mini-mineurs décentralisés qui permettent de miner du bitcoin pour à peine 150 euros de chez vous sur votre réseau électrique. Il y a des gens qui ont des radiateurs, qui ont en fait des mineurs de bitcoin qui sont des radiateurs qui chauffent leur appartement partout à travers le monde. Le minage est décentralisé partout sur la planète. Donc cet argument pouvait peut-être être entendu avant 2020-2021, avant le ban chinois, jusqu'à quand la Chine possède à peu près 60 du minage sur son territoire, mais maintenant ce n'est plus du tout d'actualité. Et puis surtout, ce n'est pas parce que vous avez, sur un territoire localisé, une majorité du minage que cela rend le bitcoin, centralisé. Au contraire, posséder le minage ne vous rend pas propriétaire du protocole bitcoin. Ce n'est pas du tout la même chose. Détenir du hash rate est différent de contrôler bitcoin. C'est le point le plus mal compris. Même si un acteur avait environ 70 du minage de bitcoin, il ne pourrait pas changer les règles. Il ne pourrait pas augmenter la masse monétaire, il ne pourrait pas créer des bitcoins, il ne pourrait pas confisquer des fonds, il ne pourrait pas réécrire l'historique au-delà de quelques blocs. Les mineurs ne dirigent pas Bitcoin. Bitcoin, c'est gouverné par les nœuds. Des nœuds, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers à travers le nœud. Mais peut-être que c'est un peu trop fou, alors j'essaierai de revenir sur cette explication dans une autre vidéo.
Le Bitcoin, donc les Bitcoin ne peut être modifié que par consensus. Pour modifier le Bitcoin, il faudrait que quelqu'un propose donc un BIP, une Bitcoin Improvable Proposition, donc une proposition d'amélioration du Bitcoin et que cette, proposition soit acceptée par la majorité du réseau et alors tous les gens qui acceptent cette proposition mettraient, à jour leur nœud Bitcoin et le réseau pourrait évoluer. Il faudrait qu'une majorité de personnes acceptent librement une proposition qui a été librement, proposée à tous les acteurs du réseau. Les mineurs n'ont pas, cette, capacité. Les mineurs ne peuvent que, entre guillemets, «miner», c'est-à-dire vérifier les transactions et ajouter un nouveau bloc à la chaîne lorsqu'ils, ils gagnent la course dans le minage. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont aucun pouvoir réel sur le réseau. Donc voilà, je pense que j'ai, répondu, à l'ensemble de ces points. J'espère avoir été clair, concis et ne pas trop m'être égaré et je vous dis à très bientôt pour, une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam.